Ma mère avait 92 ans. Un matin, elle a disparu. Mon fils m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Elle se repose chez une amie ». Mais ses mains tremblaient, et quand j'ai découvert la vérité, j'ai compris que mon propre fils l'avait séquestrée pour tout lui voler. Ce n'était plus une histoire de famille, c'était un crime. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne. Chaque jour, je vous raconte des histoires vraies qui pourraient être la vôtre. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Je m'appelle Marcel Lefebvre, j'ai 74 ans, et ce matin-là, quand j'ai ouvert la porte de la chambre de ma mère et que j'ai vu le lit vide, j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas. Ce n'était pas de l'intuition, c'était une certitude. Comme quand on sait que quelqu'un est parti avant même que le téléphone sonne. Le lit était fait d'une façon parfaite, trop parfaite. Ma mère ne faisait jamais son lit comme ça. Elle laissait toujours le drap un peu froissé, l'oreiller de travers. « Pourquoi le faire si je vais me recoucher ?» disait-elle. Mais ce matin-là, le drap était tiré comme dans un hôtel, et son fauteuil roulant était toujours là, vide, dans le coin. Les médicaments intacts, son sac accroché au dossier, tout était là, sauf elle. Je suis sorti de la chambre avec le cœur qui battait à tout rompre. Je suis allé à la cuisine. Mon fils Thierry était assis à table, en train de prendre son café comme si de rien n'était. Il a levé les yeux et m'a souri. Ce sourire que je connaissais. Le même qu'il avait quand il était enfant et qu'il cassait quelque chose et le cachait. « Bonjour papa », a-t-il dit. Tranquille, bien trop tranquille. Je me suis agrippé à la porte parce que j'ai senti mes jambes flancher. « Où est ta grand-mère » ai-je demandé. Ma voix est sortie rauque, presque sans souffle. Thierry a pris une autre gorgée de café avant de répondre. « Elle est partie chez tante Geneviève, pour quelques jours. » Je l'ai fixé du regard. « Quand ?» Il a haussé les épaules. « Hier soir, tard. On n'a pas voulu te réveiller. » Quelque chose dans sa façon de parler ne sonnait pas juste, comme quand quelqu'un raconte un mensonge qu'il a répété devant le miroir. Les mots venaient trop doucement, trop préparés. « Ma mère ne part jamais sans me prévenir », ai-je dit. Thierry a posé sa tasse sur la table avec un bruit sec. « Papa, c'est une femme adulte, elle peut partir quand elle veut. » J'ai senti le sang me monter à la tête. « Elle a 92 ans, Thierry, et elle est en fauteuil roulant. Comment est-elle partie sans son fauteuil ?» Il s'est levé, il a marché jusqu'à l'évier et a rincé sa tasse sans me regarder. Tante Geneviève a un fauteuil chez elle. On avait déjà prévu tout ça. Mais j'ai vu sa main trembler. Juste une seconde, mais je l'ai vue. Je suis allé jusqu'au téléphone mural. Ce vieil appareil que Colette tenait à garder parce que les portables se déchargent toujours. J'ai composé le numéro de tante Geneviève. 1, 2, 3 sonneries. Personne ne répondait. J'ai rappelé. Rien. « Elle ne répond pas », ai-je dit à Thierry sans le quitter des yeux. Il a pris sa veste, pris les clés de la voiture. « Elle doit être occupée, papa, ou elle dort. Tu sais qu'elle fait la grasse matinée. » Et il est parti comme ça, sans dire au revoir, sans me regarder dans les yeux. La porte s'est fermée et je suis resté seul dans cette grande cuisine, avec le téléphone encore à la main. Et là, j'ai commencé à trembler. Pas de froid, de peur. Parce qu'au fond de moi, je savais déjà. Je savais. Je suis retourné dans la chambre de ma mère. J'ai ouvert l'armoire. Tous ses vêtements étaient là. Les robes qu'elle mettait pour sortir, les manteaux, les chaussures orthopédiques. Tout. J'ai ouvert le tiroir de la table de nuit. Son chapelet, ses lunettes, le livre qu'elle était en train de lire. J'ai ouvert son sac, sa carte d'identité, son portefeuille avec les vieilles photos, les clés de la maison. Tout était à sa place, comme si elle n'était jamais partie. Mais alors, où était-elle? Je me suis assis sur le lit et j'ai pris son oreiller. Il sentait son parfum, cette eau de Cologne bon marché qu'elle achetait à la pharmacie. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu envie de pleurer. Mais je n'ai pas pleuré, pas encore. J'avais encore de la colère qui me retenait. J'ai appelé ma fille Catherine. Elle a décroché à la 3e sonnerie. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé. Elle savait toujours quand quelque chose n'allait pas. « Ta grand-mère n'est pas là », ai-je dit. Thierry dit qu'elle est partie chez tante Geneviève, mais quelque chose ne colle pas. Il y a eu un silence. Puis j'ai entendu Catherine respirer profondément,
comme si elle se préparait à dire quelque chose qu'elle ne voulait pas dire. « Papa, tante Geneviève est hospitalisée. Ça fait presque 1 mois qu'elle est à l'hôpital. Elle est tombée. » J'ai senti le sol s'ouvrir sous mes pieds. « Comment ça ?» Ma voix est sortie comme un cri étouffé. « Je pensais que tu le savais, papa. Je te l'avais dit il y a 2 semaines. » Mais je ne m'en souvenais pas. Ou peut-être que je n'avais pas voulu m'en souvenir. J'ai raccroché sans dire au revoir et là, oui, là j'ai pleuré. Je me suis levé et j'ai commencé à chercher. J'ai ouvert des tiroirs, des armoires, j'ai retourné des papiers. Je cherchais quelque chose, n'importe quoi qui me dirait où était ma mère. J'ai trouvé de vieilles factures, des photos, des lettres d'il y a des années, mais rien de récent, rien qui explique ce cauchemar. Je suis allé au salon et j'ai vu le téléphone. J'ai composé le numéro de l'hôpital. « Hôpital Édouard Herriot », a répondu une voix féminine. « Je dois parler à Geneviève Lefebvre. C'est ma sœur. » La femme a tapé quelque chose sur l'ordinateur. « Oui, Madame Lefebvre est hospitalisée chez nous, mais elle ne peut pas recevoir d'appel. Elle est en convalescence. » J'ai serré le téléphone si fort que j'ai cru que j'allais le casser. « Depuis quand ?»« 3 semaines, monsieur. » J'ai raccroché et j'ai crié. J'ai crié jusqu'à m'en faire mal à la gorge. Thierry est rentré ce soir-là. Il est entré avec un sac de courses et l'a posé sur la table de la cuisine. « J'ai ramené du poulet rôti », a-t-il dit, comme si de rien n'était. J'étais assis dans le canapé, dans le noir. Je n'avais pas allumé les lumières. Je n'avais pas mangé. J'étais juste resté là, assis, à essayer de comprendre. « J'ai appelé l'hôpital », ai-je dit sans lever les yeux. Thierry s'est arrêté. Je l'ai entendu respirer. « Et ?» a-t-il demandé. Je me suis levé. Mes genoux ont craqué. J'ai marché vers lui lentement. « Tante Geneviève est hospitalisée depuis 3 semaines. » Thierry a posé le sac sur la table. « Papa, tu es confus. » Je me suis approché encore. On était face à face. « Où est ma mère ?» Il m'a regardé sans ciller. « Je t'ai dit, elle est chez tante Geneviève. » Ne me mens pas. Mon cri a rempli la maison. Thierry a fait un pas en arrière. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Ce n'était pas de la peur, c'était du calcul, comme s'il mesurait combien il pouvait me dire, combien il pouvait continuer à mentir. « Papa, calme-toi, » a-t-il dit en levant les mains. « Tu es nerveux, assieds-toi, on va parler. » Mais je ne voulais pas parler, je voulais des réponses. « Où est-elle » ai-je répété. Thierry a soupiré comme si j'étais un enfant pénible. « Elle va bien, papa, je te jure. » Elle a juste besoin de se reposer quelques jours, loin d'ici. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas que le mensonge, c'était la façon dont il parlait, comme si j'étais idiot, comme si ça n'avait pas d'importance. « Sors de ma maison, ai-je dit. » Thierry a cligné des yeux. « Quoi ? Sors maintenant. » Thierry m'a regardé pendant un long moment, puis il a pris sa veste et a marché vers la porte. Avant de sortir, il s'est retourné. « Papa, tu ne réfléchis pas correctement. Demain, on parlera quand tu seras plus calme. » Et il est parti. La porte s'est fermée doucement, presque sans bruit. Et je suis resté là, debout au milieu du salon, avec le cœur qui battait si fort que je le sentais dans mes tempes. Mon fils m'avait menti. Ma mère avait disparu. Et je n'avais aucune idée de quoi faire. Je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé le fauteuil roulant vide. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur de mon propre fils. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté assis sur le canapé, avec les lumières éteintes, à regarder la porte fermée de la chambre de ma mère. J'ai pensé à Colette. Elle avait toujours défendu Thierry. Toujours. Quand je lui disais que notre fils avait quelque chose de sombre en lui, elle me faisait taire. « C'est ton fils aîné, Marcel. Ne sois pas injuste. » Et j'obéissais. J'obéissais toujours. Mais Colette n'était plus là, et ma mère non plus. Je me suis levé au milieu de la nuit sans avoir fermé les yeux une seule fois. Je suis allé à la cuisine et j'ai fait du café. Mes mains tremblaient tellement que j'ai renversé l'eau, et pendant que je nettoyais, je me suis juré quelque chose. J'allais la retrouver. Peu importe ce que j'aurais à faire. J'allais retrouver ma mère, même si ça signifiait détruire mon propre fils.
Il y a eu un dimanche il y a 2 ans quand cette maison était encore vivante. C'était l'anniversaire des 90 ans de ma mère. Colette s'est levée à 6 heures du matin et a commencé à cuisiner. Je l'ai vue depuis le lit en train de mettre son tablier rose, celui qu'elle ne mettait que pour les grandes occasions. « Rendors-toi », m'a-t-elle dit en souriant. Mais je me suis levé aussi, parce que j'aimais la voir comme ça, heureuse, occupée. Quand je suis descendu à la cuisine, l'odeur du pain maison remplissait déjà la maison. Ma mère était assise sur sa chaise, en train d'éplucher des pommes de terre avec Colette. Les deux riaient de quelque chose que je ne comprenais pas. « De quoi riez-vous, hein ?» ai-je demandé. Ma mère m'a regardé avec ses yeux encore brillants. « De trucs de femme, mon fils. Tu ne comprendrais pas. » Et elles ont continué à rire. À 11 heures du matin, ils ont commencé à arriver. D'abord Thierry avec Nathalie et les enfants. Manon est entrée en courant et s'est pendue au cou de ma mère. « Arrière-grand-mère, joyeux anniversaire !» Lucas apportait un dessin qu'il avait fait à l'école, un dessin de nous tous, avec des couleurs vives et des sourires exagérés. Ma mère l'a collé sur le réfrigérateur avec un aimant. « C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue de ma vie », a-t-elle dit en embrassant le front du petit. Ensuite, Olivier est arrivé avec sa femme. Ils sont entrés tranquillement comme toujours, mais ils avaient apporté des fleurs. Catherine est apparue une demi-heure plus tard avec un gâteau énorme qui passait à peine par la porte. Philippe a appelé du Québec, son visage pixelisé sur l'écran du téléphone chantant « Joyeux anniversaire » avec un accent bizarre qui a fait rire tout le monde. La table était pleine, des assiettes, des verres, de la nourriture, des mains qui attrapaient du pain, des voix qui se mélangeaient. Colette servait le pot au feu et ma mère disait « Ne m'en mets pas autant, Colette, après je ne pourrai plus manger. » Mais Colette remplissait quand même son assiette. Thierry était en bout de table, en train de raconter à Olivier une nouvelle affaire qu'il montait. « Cette fois, ça va marcher », disait-il avec cette assurance qu'il avait toujours. Nathalie le regardait en silence, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'observais tout depuis ma chaise. Et à ce moment-là, avec la maison pleine de bruit et de vie, j'ai pensé « C'est ça le bonheur ». Je ne savais pas que c'était la dernière fois qu'on serait tous réunis comme ça. Après le repas, Thierry s'est levé pour porter un toast. Il a levé son verre de vin et tout le monde s'est tu. « À mamie », a-t-il dit, « la femme la plus forte que je connaisse. Elle nous a tous élevés, et maintenant elle prend soin de nous depuis son fauteuil, avec cette sagesse que seules les années apportent. » Tout le monde a applaudi. Ma mère avait les yeux embués. Colette lui a serré la main. Mais j'ai vu quelque chose d'étrange. J'ai vu comment Thierry regardait autour de la maison pendant qu'il parlait, comme s'il évaluait, calculait, mesurait la valeur des choses. Nathalie l'a remarqué aussi. Elle s'est levée de table et est sortie dans la cour. Je l'ai suivie. « Tout va bien ?» ai-je demandé. Elle m'a regardé avec des yeux fatigués. « Monsieur Marcel, votre fils est en train de changer, et je ne sais pas si c'est tant mieux. » Mais je n'ai pas voulu écouter. 6 mois plus tard, Nathalie est partie. Elle a emmené Manon et Lucas. Thierry est apparu à la maison un samedi matin, les yeux rouges et les vêtements froissés. « Elle est partie », m'a-t-il dit en s'asseyant dans la cuisine. « Elle dit qu'elle ne me supporte plus, que je suis un raté. » Colette l'a serré dans ses bras. « Tu n'es pas un raté, mon fils. Tu traverses juste un moment difficile. » Mais moi, je n'ai rien dit, parce que je savais que Nathalie avait raison. Thierry changeait. Chaque affaire qu'il montait échouait. Chaque promesse qu'il faisait se brisait. Et chaque fois qu'il revenait à la maison, il était plus nerveux, plus désespéré. Ma mère m'a regardé depuis sa chaise. « Marcel, aide-le », m'a-t-elle dit. Et moi, comme toujours, j'ai hoché la tête. 1 an plus tard, Colette a commencé à aller mal. Au début, c'était juste de la fatigue. « C'est l'âge », disait-elle en minimisant. Mais ensuite, elle a commencé à tousser, une toux sèche, profonde, qui la réveillait la nuit. Je l'ai emmenée chez le médecin. Ils ont prescrit des examens. J'attendais dans la salle d'attente pendant qu'on lui faisait une radio. Quand elle est sortie, elle avait le visage pâle. « Qu'est-ce qu'ils ont dit ?» ai-je demandé. Elle m'a pris la main. « Rien, il faut encore attendre les résultats. » Mais j'ai vu la peur dans ses yeux, cette peur qu'on ne peut pas cacher. 1 semaine plus tard, le médecin a appelé. « Vous devez venir, monsieur, il faut qu'on parle. » Et j'ai su. Avant d'arriver au cabinet, je savais déjà.
C'est une pneumonie, a dit le médecin en regardant les radios contre la lumière. Mais c'est compliqué. À son âge, il faut être très prudent. Colette a serré ma main très fort. Le médecin a continué à parler, utilisant des mots que je ne comprenais pas. Antibiotiques, oxygène, surveillance. Mais je n'entendais qu'un bourdonnement dans mes oreilles. Ils l'ont hospitalisée le jour même. Je suis resté avec elle. Je dormais sur une chaise à côté du lit. Ou plutôt j'essayais de dormir parce que chaque fois que je fermais les yeux, je l'entendais tousser. Ma mère venait tous les jours. Elle s'asseyait de l'autre côté du lit et tenait la main de Colette. « Tu dois sortir d'ici, ma fille, » disait-elle. « Cette famille a besoin de toi. » Mais Colette devenait plus faible de jour en jour. J'ai appelé les enfants. Catherine est arrivée le lendemain. Elle a pris une semaine de congé et est restée à l'hôpital avec nous. Philippe a pris l'avion du Québec. Olivier venait après sa garde. Mais Thierry avait toujours une excuse. « Papa, j'ai une réunion importante. Je viens demain. » Le lendemain, les embouteillages sont impossibles. Je passe ce soir. Et le soir, les enfants ont besoin de moi. Demain, sans faute. Colette l'attendait. Chaque fois que la porte de la chambre s'ouvrait, elle levait les yeux en espérant le voir. Et chaque fois que ce n'était pas lui, son visage s'éteignait un peu plus. Un après-midi, avec une voix qui sortait à peine, elle m'a dit « Ne sois pas dur avec lui, Marcel. Thierry est sous beaucoup de pression. » J'ai cru que c'était de la bonté. Mais ce n'en était pas. Colette est morte un jeudi. J'étais en train de lui lire le journal. Je lui lisais les nouvelles tous les jours, même si elle ne pouvait presque plus répondre. J'étais dans la rubrique sport quand j'ai remarqué qu'elle avait arrêté de respirer. Comme ça, soudainement, sans prévenir. Sa main qui tenait la mienne s'est relâchée. « Colette » ai-je dit. « Rien. Colette. » J'ai touché son visage. Il était froid. J'ai appelé les infirmières. Elles sont arrivées en courant, mais il n'y avait plus rien à faire. Je suis resté là, debout à côté du lit, à regarder son corps immobile. 52 ans ensemble. Et elle est partie comme ça, en silence, comme elle avait toujours été. J'ai appelé les enfants. Catherine était à la cafétéria. Elle est montée en pleurant. Philippe a pris un taxi directement depuis l'aéroport. Olivier est arrivé en 1 heure. Thierry a répondu au téléphone à la 5e sonnerie. « Papa, je suis occupé. »« Ta mère est morte, ai-je dit. Il y a eu un silence. J'arrive. Il est arrivé le lendemain, à la veillée funèbre, avec un costume noir froissé et la barbe pas faite. « Pardon, papa, m'a-t-il dit en me serrant brièvement dans ses bras. J'ai été prévenu tard, mais j'avais appelé 3 fois, j'avais laissé des messages. Pendant l'enterrement, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je l'ai vu décrocher 2 fois, en s'éloignant du groupe, en parlant à voix basse. Quand on a jeté la terre sur le cercueil, Thierry ne pleurait même pas. Il regardait juste son téléphone. Ma mère était à côté de moi, appuyée sur sa canne. Elle m'a tenu le bras et a murmuré « Ta femme lui aurait pardonné, mais toi, tu n'es pas obligé. » Je n'ai rien dit, parce que je ne savais pas quoi dire. Parce qu'au fond de moi, une partie de moi commençait à comprendre qui était vraiment mon fils. Après l'enterrement, la maison s'est vidée. Tout le monde est parti, et je suis resté seul avec ma mère. On s'est assis au salon sans parler, en regardant les photos de Colette sur le mur. « Marcel, » a-t-elle dit après un long moment, « maintenant il ne reste plus que toi et moi, mais on va s'en sortir. » J'ai hoché la tête, mais je n'y croyais pas, parce que rien n'allait s'arranger. Les premiers mois, on a essayé de garder la routine. Je cuisinais, elle m'aidait à éplucher les légumes, on regardait la télévision ensemble le soir. Mais la maison était trop grande, trop silencieuse, et c'est alors que Thierry a commencé à apparaître. « Papa, je suis venu t'aider, » disait-il. Il apportait à manger, restait pour dîner, proposait de réparer des choses, et moi, idiot, je lui ai ouvert la porte, parce que je pensais que peut-être Colette avait raison, peut-être qu'il avait juste besoin de temps. Mais j'avais tort, et quand je m'en suis rendu compte, c'était déjà trop tard. 2 semaines après l'enterrement, Thierry a frappé à la porte un dimanche matin. Il avait une femme avec lui. « Papa, je veux te présenter Sandrine », a-t-il dit en entrant sans attendre d'y être invité. Elle était jeune, dans les 35 ans peut-être. Mince, les cheveux blond teints, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux.
Elle portait un jean serré et des talons hauts, comme si elle venait pour une fête, et non pour rendre visite à un vieux en deuil. « Enchanté, monsieur Marcel », m'a-t-elle dit en me tendant la main. Elle avait les ongles longs, peints en rouge. Quand j'ai serré sa main, elle a serré fort, trop fort. Ma mère était au salon, assise sur sa chaise. Sandrine s'est approchée et lui a parlé comme à une enfant. « Bonjour, mamie, comment allez-vous » Ma mère l'a regardée de haut en bas et n'a rien dit. Elle a juste hoché la tête. Sandrine a commencé à venir chaque semaine, toujours avec Thierry. Toujours avec un commentaire sur la maison. « Cette cuisine est bien vieillotte, non ?» disait-elle en passant le doigt sur l'évier, comme si elle cherchait de la saleté. « Il faudrait la moderniser. » Ou « La salle de bain a besoin de travaux, le plafond pourrait tomber. » Ma mère la regardait avec méfiance. Un après-midi, quand Thierry et Sandrine sont partis, ma mère m'a attrapé le bras. « Cette femme a des yeux de vipère, » m'a-t-elle dit. « Je ne l'aime pas. » J'ai ri. J'ai essayé de minimiser. « C'est juste la copine de Thierry, maman. Ne fais pas attention à elle. » Mais ma mère ne riait pas. « Marcel, écoute-moi. Cette femme n'est pas venue ici par amour. Elle est venue pour autre chose. » J'aurais dû l'écouter, mais je ne l'ai pas fait. Un mercredi après-midi, Thierry est arrivé avec un dossier. Il l'a posé sur la table de la cuisine et en a sorti des papiers. « Papa, j'ai besoin que mamie signe ça », m'a-t-il dit en me montrant des documents pleins de petits caractères. J'ai pris les papiers et j'ai essayé de lire, mais je ne comprenais rien. « C'est quoi ça ?» ai-je demandé. Thierry s'est passé la main dans les cheveux, impatient. « C'est pour renouveler l'assurance de la maison, de la routine. J'ai juste besoin de sa signature. » J'ai appelé ma mère. Elle est venue lentement, en traînant les pieds. « Qu'est-ce qu'il y a, mon fils ?» m'a-t-elle demandé. Thierry lui a tendu un stylo. « Mamie, signe juste ici. C'est pour l'assurance, pour que tu sois protégé. » Ma mère a regardé les papiers, puis m'a regardé. « C'est important ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché oui, parce que je faisais confiance à mon fils. Et ça, c'était mon erreur. Ma mère a signé. Elle a griffonné son nom sur la ligne du bas avec la main tremblante. Thierry a plié les papiers vite fait et les a rangés dans le dossier. « Parfait. Merci, mamie. » Il est parti, sans prendre de café, sans rester pour discuter. Ma mère est restée assise, regardant la table vide. « Marcel, » m'a-t-elle dit après un moment, « j'ai signé parce que tu as dit que c'était bien. Mais je ne sais pas ce que j'ai signé. » J'ai senti un nœud à l'estomac. J'aurais dû lui demander de me laisser lire tranquillement. J'aurais dû appeler un avocat. Mais je ne l'ai pas fait, parce que c'était mon fils. Et un fils ne trompe pas ses parents. Ou c'est ce que je croyais. Une semaine plus tard, Martine n'est pas venue. Martine était l'aide-soignante qui s'occupait de ma mère 3 fois par semaine. Elle lui donnait son bain, lui donnait ses médicaments, l'aidait à s'habiller. Ma mère l'aimait bien. Martine me traite comme une personne, pas comme une vieille, disait-elle. Mais ce lundi-là, Martine n'est pas venue. J'ai appelé son portable. « Monsieur Marcel », m'a-t-elle dit avec une voix un peu étranglée comme si elle avait pleuré. « Votre fils m'a dit qu'on n'avait plus besoin de moi. Il m'a payé et m'a demandé de ne plus revenir. » J'ai senti mon sang se glacer. « Thierry vous a dit ça ?»« Oui, monsieur. Il a dit qu'il s'occuperait lui-même de mamie. Je suis désolé. Votre mère est une dame adorable. » Et elle a raccroché. Je suis resté avec le téléphone à la main, sentant la colère monter dans ma gorge. Ce soir-là, quand Thierry est passé, je l'ai confronté. « Pourquoi tu as renvoyé Martine ?» ai-je demandé. Il était en train de ranger des courses dans le frigo. Il ne s'est même pas retourné. « Parce qu'on n'a plus besoin d'elle, papa. Je peux m'occuper de mamie. » Je me suis approché. « Tu n'habites pas ici, Thierry. Comment tu vas t'en occuper ?» Il a fermé le frigo brusquement et m'a regardé. Ce regard glacé qui me rappelait le garçon qui avait vendu le chien sans permission. « Papa, on dépense de l'argent pour rien. Martine coûtait cher, je peux venir plus souvent, ou on trouve une autre solution. » « Une autre solution ?» Ces mots sont restés en suspens, mais je n'ai pas demandé ce qu'ils signifiaient. J'avais peur de la réponse. Olivier aussi a commencé à venir, mais pas pour me rendre visite. Il venait parler avec Thierry. Les deux restaient dans la cour à parler à voix basse. Je les voyais par la fenêtre de la cuisine.
Thierry montrait la maison du doigt. Olivier hochait la tête. Un après-midi, je suis sorti dans la cour. « De quoi vous parlez » ai-je demandé. Les deux se sont retournés vite, comme si je les avais pris en train de faire quelque chose de mal. « De rien, papa » a dit Olivier en évitant de me regarder. « Juste des trucs de boulot. » Mais Thierry m'a regardé droit dans les yeux. « On voit comment t'aider, papa. Cette maison est trop grande pour toi et mamie. Peut-être que vous devriez penser à quelque chose de plus petit. » J'ai eu le souffle coupé. « Tu veux que je vende la maison ?» Thierry a fait non de la tête, mais son sourire disait autre chose. Ma mère a commencé à changer. Elle est devenue plus silencieuse, plus renfermée. Elle ne me parlait plus comme avant. Avant, quand j'entrais dans sa chambre le matin, elle me souriait. « Bonjour mon fils » disait-elle, et elle me demandait de lui raconter ce qu'on allait faire ce jour-là. Mais maintenant, quand j'entrais, elle levait à peine les yeux. Elle restait là, assise sur sa chaise, à regarder par la fenêtre, comme si je n'existais pas. « Maman » je disais, « vous allez bien ?» Elle hochait oui, sans me regarder. « Ça va. » Mais sa voix était vide, sans vie, comme si on lui avait retiré quelque chose de l'intérieur. J'essayais de faire la conversation. Je lui demandais si elle voulait sortir dans la cour, si elle voulait que je lui prépare son thé préféré. Mais elle disait juste « Comme tu veux, Marcel ». Et elle retournait regarder par la fenêtre. Thierry venait tous les jours. Avant, il passait 2 ou 3 fois par semaine. Maintenant, c'était tous les jours. Il arrivait le matin, s'enfermait dans la chambre avec ma mère. Il parlait à voix basse. J'essayais d'écouter depuis le couloir, mais je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il disait. Quand Thierry sortait, il avait toujours ce sourire. « Mamie va bien, papa » me disait-il. « Elle est juste un peu fatiguée. » Mais quand j'entrais après, ma mère me regardait avec des yeux effrayés. Un jour, j'ai demandé « Qu'est-ce que Thierry dit quand il reste seul avec vous ?» Elle a baissé les yeux. « Rien, mon fils. Il demande juste comment je vais. » Mais je savais qu'elle mentait. Je voyais à la façon dont ses mains tremblaient. Un après-midi, Thierry est arrivé avec Sandrine et Bruno. Les 3 sont entrés sans sonner. J'étais à la cuisine en train de préparer le déjeuner. J'ai entendu leur voix au salon. Je suis sorti et j'ai vu les 3 autour de ma mère. Thierry était agenouillé devant elle, parlant doucement. « Mamie, c'est pour votre bien, » disait-il. « Papa n'arrive pas à s'occuper de vous comme il faut, vous le savez. » Ma mère regardait par terre. Sandrine lui caressait l'épaule. « On vous adore, mamie. On veut juste le meilleur pour vous. » Bruno était debout près de la porte, les bras croisés, comme un vigile. Je me suis approché. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Thierry s'est levé. « Papa, on parlait juste avec mamie. » Mais ma mère avait les larmes aux yeux. « Laissez-la tranquille, » ai-je dit. Ma voix est sortie plus dure que prévu. Sandrine a levé les mains. « Monsieur Marcel, on veut juste... » « Dehors, » ai-je coupé. « Tous les 3. Maintenant. » Thierry m'a regardé avec cette expression de mépris qui faisait si mal. « Papa, tu deviens paranoïaque. » Mais ils sont partis, tous les 3. Quand la porte s'est fermée, je me suis agenouillé devant ma mère. « Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ?» ai-je demandé. Elle a secoué la tête. « Rien, Marcel, rien d'important. » Mais ses mains n'arrêtaient pas de trembler. Je l'ai serré dans mes bras. J'ai senti comme son petit corps fragile tremblait contre le mien. « Maman, vous pouvez tout me dire, » ai-je murmuré, mais elle a juste pleuré en silence. Et j'ai su que quelque chose de terrible était en train de se passer. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté au salon, assis sur le canapé avec toutes les lumières éteintes. Il était presque 3 heures du matin quand j'ai entendu un bruit. Ça venait de la chambre de ma mère. Je me suis levé doucement et j'ai marché dans le couloir. Sa porte était entr'ouverte. J'ai poussé légèrement. Ma mère était assise sur le lit, en pleurs. « Maman » ai-je murmuré. Elle a levé les yeux. Elle avait les yeux rouges, gonflés. « Marcel » m'a-t-elle dit, la voix brisée. Je n'arrive pas à dormir. Je me suis assis à côté d'elle. « Pourquoi vous pleurez ?» Elle m'a regardé pendant un long moment, comme si elle décidait si elle pouvait me faire confiance. Finalement, elle a parlé. « Ton fils m'a dit quelque chose. » J'ai senti mon cœur s'accélérer. « Qu'est-ce qu'il vous a dit ?» Ma mère a baissé la voix comme si elle avait peur que quelqu'un nous entende. « Il m'a dit que tu voulais me mettre en maison de retraite. »
J'ai eu le souffle coupé. Quoi? Elle a hoché la tête, essuyant ses larmes avec le dos de la main. Il a dit que tu n'en pouvais plus de t'occuper de moi, que j'étais un fardeau, que ce serait mieux pour tout le monde si j'allais dans un endroit où des professionnels s'occuperaient de moi. J'ai senti la colère monter dans ma gorge. Maman, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais pensé ça. Elle m'a regardé avec des yeux pleins de doute. Mais Thierry a dit que tu ne voulais pas me le dire pour ne pas me blesser, que c'est pour ça qu'il organisait tout à ta place. Et à ce moment-là, j'ai compris. Thierry n'était pas en train de me prendre ma mère. Il était en train de me transformer en ennemi. « Maman, regardez-moi », ai-je dit en prenant son visage entre mes mains. « Thierry vous ment. Je ne vous abandonnerai jamais, jamais. Vous restez ici avec moi jusqu'à ce que le bon Dieu en décide. » Elle m'a regardé fixement. J'ai vu comme elle luttait pour me croire. Mais il m'a montré des papiers, a-t-elle murmuré. Des papiers d'un ECPAD. Il a dit que c'était déjà réglé. J'ai senti mes mains trembler. Quel papier? Elle s'est levée lentement, a marché jusqu'à l'armoire et en a sorti une enveloppe. Elle me l'a tendue avec les mains tremblantes. J'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait une brochure d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées et une lettre. La lettre disait « Chère Madame Renard, votre famille a fait une demande de place pour vous. Nous espérons vous accueillir le mois prochain. » La lettre était signée par le directeur et datée de 2 semaines. J'ai senti la pièce tourner. « Maman, je n'ai pas signé ça. Je n'ai rien demandé de tout ça. » Elle s'est assise sur le lit, défaite. « Thierry a dit que tu avais fait ça pour mon bien, que c'était mieux. » J'ai serré le papier si fort qu'il s'est froissé. « Il vous manipule. » Et il m'utilise pour le faire. Ma mère s'est remise à pleurer. Je ne sais plus quoi croire, Marcel. Je ne sais plus en qui croire. Et ces mots m'ont détruit, parce que ma propre mère doutait de moi. Après 74 ans de vie, après tout ce qu'on avait vécu ensemble, mon fils avait réussi à mettre un mur entre nous. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la porte. J'avais besoin de sortir de là avant qu'elle me voie pleurer. Je suis allé dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Je me suis assis sur le lit et j'ai tout lâché. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de Colette. J'ai pleuré pour ma mère, pour sa peur, pour sa confusion. J'ai pleuré pour moi, pour me sentir si impuissant. J'ai pleuré parce que mon propre fils m'avait transformé en méchant de cette histoire. Et le pire de tout, c'est que je ne savais pas comment arranger ça. Comment prouver à quelqu'un que ce sont les autres qui mentent? Comment regagner la confiance quand quelqu'un a semé tant de doutes? Je suis resté là, assis dans le noir, les mains sur le visage, sentant tout m'échapper. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pensé à abandonner. J'ai pensé à laisser Thierry faire ce qu'il voulait, parce que peut-être qu'il avait raison. Peut-être que je n'étais plus à la hauteur. Mais alors, je me suis souvenu de quelque chose. Je me suis souvenu du jour où ma mère est née. Non, attendez, je n'étais pas là. Mais ma grand-mère m'avait raconté cette histoire. Elle m'avait raconté comment ma mère est venue au monde au milieu d'un orage, dans une maison sans électricité, avec une sage-femme qui était presque arrivée trop tard. Ma grand-mère disait que quand ma mère est née, elle a pleuré si fort qu'on pouvait l'entendre depuis la rue. Cette petite est venue au monde en se battant, m'avait dit ma grand-mère, et elle vivra toute sa vie comme ça, en se battant. Et ma mère s'était battue. Elle avait élevé 4 enfants presque seule, pendant que mon père travaillait du matin au soir. Elle avait survécu à la mort de son mari, de ses frères, de ses amis. Elle avait survécu à 92 ans de vie. Et moi j'allais abandonner parce que mon fils était un menteur? Non, je ne pouvais pas. Je me suis levé. Je me suis lavé le visage à l'eau froide. Je suis retourné dans la chambre de ma mère. Elle était encore assise sur le lit, les yeux perdus dans le vide. Je me suis agenouillé devant elle. « Maman, écoutez-moi bien », ai-je dit. « Je ne sais pas comment vous convaincre que je dis la vérité, mais je jure sur la mémoire de Colette, sur tout ce qu'on a vécu ensemble, que je ne vous abandonnerai jamais. Thierry ment, il vous manipule, et je vais le prouver. » Elle a levé les yeux. J'ai vu une lueur d'espoir dans son regard. Comment? Je n'avais pas de réponse, mais à ce moment-là, ça n'avait pas d'importance. Je ne sais pas encore, ai-je admis, mais je vais y arriver, je vous le promets.
Elle a tendu la main et m'a touché le visage. « Marcel, j'ai peur. » J'ai tenu sa main. « Moi aussi, maman. Moi aussi. » Et ça a été la nuit la plus longue de ma vie, parce que j'ai compris que ce n'était plus juste une question de m'occuper d'elle. C'était une question de la sauver. Cette même nuit, après être allé dans ma chambre, ma mère est restée éveillée. Je le sais parce qu'à 4 heures du matin, je suis descendu chercher de l'eau et je l'ai entendue. Elle était dans sa chambre à parler toute seule. Je suis resté dans le couloir à écouter. « Colette, disait-elle, la voix tremblante. Colette, si tu vois d'où tu es, prends soin de Marcel, parce que je sens que quelque chose de mauvais arrive. Ton fils Thierry a les yeux de quelqu'un qui a déjà décidé quelque chose de terrible. Et moi, je ne sais pas si je vais pouvoir me protéger. » Il y a eu un silence. Puis elle a continué. « S'il m'arrive quelque chose, Colette, je veux que tu saches que Marcel a tout fait comme il faut. Il s'est occupé de moi, il m'a aimé. Et si ton autre fils me fait du mal, je ne veux pas que Marcel porte cette culpabilité. Dis-lui que je pardonne. Dis-lui que je pardonnerai toujours. » Je suis resté figé dans le couloir, les larmes coulant sans s'arrêter. Je ne suis pas entré parce que je savais que si j'entrais, elle s'arrêterait de parler. Et elle avait besoin de dire ces choses. Elle avait besoin de les sortir de sa poitrine. Si vous écoutez ça et avez vécu quelque chose de semblable, vous n'êtes pas seul. Et si vous êtes encore là, abonnez-vous, parce que ce qui vient va faire encore plus mal. 2 jours après cette nuit-là, je me suis réveillé et je suis allé directement à la chambre de ma mère, comme tous les jours. Mais cette fois, quand j'ai ouvert la porte, je savais déjà, je le sentais. Le lit était fait, la chaise vide. Et même si j'avais déjà vu ça avant, même si je savais ce que ça signifiait, j'ai senti le même coup dans la poitrine. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, je ne suis pas resté paralysé. J'ai couru à la cuisine. Thierry était là, prenant son café comme si de rien n'était. « Où est-elle » ai-je demandé. Il m'a regardé avec ce calme répété. « Je t'ai déjà dit, papa, chez tante Geneviève. » Mais je ne le croyais plus. Je ne croyais plus rien de ce qui sortait de sa bouche. J'ai pris ma veste. « Je vais à la police » ai-je dit. Thierry s'est levé d'un bond. « Papa, ne fais pas ça. Tu vas passer pour un fou. » Je ne suis pas allé à la police. Pas encore. Parce qu'une partie de moi, aussi petite soit-elle, avait encore des doutes. C'était mon fils, mon premier-né, celui que j'avais porté dans mes bras quand il était bébé, celui à qui j'avais appris à faire du vélo. Comment pouvais-je le dénoncer? J'ai décidé d'enquêter d'abord, j'avais besoin de preuves. Je suis allé chez Olivier. Il habitait dans un quartier éloigné, dans une petite maison avec des grilles aux fenêtres. J'ai sonné. Sa femme, Sophie, a ouvert. « Monsieur Marcel, a-t-elle dit, surprise. Olivier n'est pas là. » J'ai poussé légèrement la porte. « J'ai besoin de lui parler, c'est urgent. » Sophie a hésité, mais m'a laissé entrer. Olivier était au salon devant la télé. Quand il m'a vu, son visage a blanchi. « Papa, a-t-il dit en se levant, qu'est-ce que vous faites ici? Où est ta grand-mère? Ai-je demandé directement. Olivier a regardé Sophie. Elle est sortie du salon, mal à l'aise. Olivier s'est passé la main dans les cheveux. « Papa, je ne sais pas de quoi vous parlez. » Je me suis approché. « Olivier, tu es mon fils, et je sais quand tu mens. Où est-ce que Thierry l'a emmené ?» Olivier a fait un pas en arrière. « Papa, je... » Sa voix a flanché. « J'ai juste fait ce qu'il m'a demandé. Il m'a dit que c'était pour le bien de tout le monde. » J'ai senti le sang bouillir. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Olivier s'est assis sur le canapé, la tête entre les mains. Je l'ai aidé à l'emmener, mais il m'a dit que ce serait juste quelques jours, qu'il avait juste besoin qu'elle signe des papiers, qu'après il la ramènerait. Je me suis assis à côté de lui. « Où l'avez-vous emmené ?» Olivier m'a regardé avec des yeux pleins de larmes. « Je ne sais pas, papa. Je jure. Thierry ne m'a pas dit. Il m'a juste demandé de l'aider à la sortir de la maison. Et moi... Je l'ai fait. Je lui ai tenu le bras. Olivier, ta grand-mère est en danger. J'ai besoin que tu me dises tout ce que tu sais. » Il a respiré profondément. « Je sais que Sandrine et Bruno sont avec lui, et je sais qu'ils ont une maison quelque part. J'ai entendu Thierry au téléphone. Il a dit quelque chose à propos d'une maison dans la banlieue, mais je ne sais pas où c'est. » Je me suis levé. « Autre chose ?»
Olivier a secoué la tête. « Pardon, papa. Pardon pour tout. » Je l'ai regardé, mon fils, mon Olivier, celui qui avait toujours été faible, celui qui avait toujours suivi les autres. « Tu vas devoir vivre avec ça, » ai-je dit. Et je suis sorti de chez lui sans me retourner. Je suis rentré à la maison. Je suis allé directement au bureau. On avait les enregistrements des caméras de sécurité là-bas, des caméras que Thierry avait installées il y a 1 an. Pour la sécurité, avait-il dit. J'ai allumé l'ordinateur. J'ai cherché le jour où ma mère a disparu. J'ai trouvé le dossier, mais quand j'ai essayé de l'ouvrir, il n'y avait rien. Les fichiers avaient été effacés. Tous. J'ai senti mes mains trembler. Thierry avait effacé les preuves. Mais là, je me suis souvenu de quelque chose. Monsieur Gérard, mon voisin d'en face, avait des caméras. Des caméras qui pointaient vers la rue. Je suis sorti de chez moi en courant. J'ai traversé la rue, j'ai frappé chez Monsieur Gérard. Il a ouvert, surpris de me voir si agité. « Marcel, qu'est-ce qui se passe ?»« Gérard, j'ai besoin de voir vos caméras, » ai-je dit presque à bout de souffle. « Ma mère a disparu. » Monsieur Gérard m'a fait entrer. On est allé dans son bureau. Il a allumé l'ordinateur. « C'était quel jour ?» m'a-t-il demandé. Je lui ai donné la date. Il a cherché dans les fichiers. Voilà. Il a ouvert la vidéo. On s'est assis devant l'écran. J'ai vu ma maison, la rue vide. Il était 23 heures, selon l'horloge, dans le coin de la vidéo. Et là, un fourgon noir est apparu. Il s'est arrêté devant chez moi. La portière passager s'est ouverte et Thierry est descendu. Puis Sandrine. Et puis Bruno. Les 3 ont marché jusqu'à ma porte. Ils ont disparu du cadre. On a attendu. 5 minutes plus tard, ils sont réapparus. Thierry et Bruno portaient bas quelque chose, un fauteuil roulant, avec ma mère assise dedans. Elle avait la tête baissée. Elle ne bougeait pas. Ils l'ont mise dans le fourgon et sont partis. J'ai eu le souffle coupé. Monsieur Gérard a mis sa main sur mon épaule. « Marcel, qu'est-ce qui se passe ?» Je n'arrivais pas à parler. Je regardais juste l'écran. Mon fils, mon propre fils, avait sorti ma mère de la maison en pleine nuit, comme un voleur, comme un criminel. « J'ai besoin d'une copie de ça, » ai-je dit à Gérard, la voix tremblante. Il a hoché la tête, a enregistré la vidéo sur une clé USB et me l'a donnée. « Va à la police, » m'a-t-il dit. « Maintenant. » J'ai pris la clé USB avec les mains tremblantes. Je suis sorti de chez lui, mais je ne suis pas allé directement à la police. D'abord, je suis rentré chez moi. J'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin de digérer ce que je venais de voir. Je me suis assis au salon avec la clé USB à la main. Et là, je suis tombé à genoux et j'ai crié. J'ai crié jusqu'à en avoir mal à la gorge. J'ai appelé Catherine. Elle a décroché à la 2e sonnerie. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Je ne savais même pas par où commencer. « Ton frère a enlevé ta grand-mère, » ai-je dit. « J'ai une vidéo. » J'ai entendu Catherine respirer profondément. « Comment ça ?» J'ai tout raconté. Le déjeuner, la manipulation, les papiers, les mensonges. Et finalement, la vidéo. Quand j'ai terminé, Catherine pleurait. « J'arrive, » a-t-elle dit. « Je pars maintenant. » J'ai raccroché. J'ai appelé Philippe. C'était le milieu de la nuit au Québec, mais il a répondu. « Papa, vous avez appelé la police ?»« Pas encore. »« Appelez maintenant, je prends le premier avion. » J'ai raccroché. Et là, les mains encore tremblantes, j'ai composé le numéro de la police. « Je dois signaler un enlèvement, » ai-je dit quand quelqu'un a répondu. « C'est ma mère, mon fils l'a emmenée. » Je suis allé au commissariat. Une inspectrice m'a reçu. « Sylvie Moreau », disait sa plaque. C'était une femme d'une 50aine d'années, les cheveux courts, un regard sérieux. J'ai tout raconté. J'ai montré la vidéo. Elle l'a regardée en silence. Quand ça s'est terminé, elle m'a regardé. « Monsieur Lefebvre, c'est grave. Nous allons ouvrir une enquête immédiatement. » On a rempli des papiers. J'ai répondu à des questions, donné des descriptions, des numéros de téléphone, des adresses. L'inspectrice m'a assuré qu'ils feraient tout leur possible pour la retrouver. « Mais j'ai besoin que vous me donniez 48 heures, » m'a-t-elle dit, « pour tracer, pour enquêter. » J'ai hoché la tête, mais 48 heures me semblaient une éternité. Je suis sorti du commissariat en ressentant un vide dans la poitrine. Qu'est-ce qui arrivait à ma mère à ce moment-là? Elle avait peur? Elle allait bien? Elle savait que je la cherchais? Je suis rentré à la maison.
Catherine est arrivée ce soir-là. Elle est descendue de la voiture en courant et m'a serré dans ses bras. « Papa » a-t-elle dit en pleurant sur mon épaule. « Comment avez-vous caché tout ça ?» Je n'avais pas de réponse. Je l'ai juste serré dans mes bras. On s'est assis au salon. J'ai remontré la vidéo. J'ai vu son visage passer de la tristesse à la colère. « Je vais le tuer » a-t-elle dit. « Je vais tuer Thierry. » J'ai secoué la tête. La police s'en occupe. Mais au fond de moi, je voulais le tuer aussi. Cette nuit-là, Catherine et moi, on était restés éveillés. On a parlé de tout, de comment on n'avait pas vu les signes, de comment Thierry avait changé au fil des années, de comment Colette l'avait toujours défendu et que ça nous avait aveuglés, et de comment maintenant on devait sauver maman. Le lendemain, l'inspectrice Moreau m'a appelé. « Monsieur Lefebvre, on a tracé le portable de Sandrine. On a une localisation, une maison en banlieue. On y va avec un mandat. Je vous tiens informé. » J'ai raccroché. Catherine m'a regardé. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?»« Ils l'ont trouvé. Je crois qu'ils l'ont trouvé. » On est monté en voiture. On a suivi la police. On est arrivé devant une maison abandonnée en périphérie de la ville vers Vénissieux. Mais quand la police est entrée, la maison était vide. Vide. Il n'y avait personne. Ni ma mère, ni Thierry, ni Sandrine, ni Bruno. Juste des vieux meubles et de la poussière. L'inspectrice est sortie, frustrée. Ils nous ont tués. Ils ont laissé de fausses pistes. Je me suis assis sur le bord du trottoir. Catherine s'est assise à côté de moi. Et à ce moment-là, j'ai cru que je l'avais perdue pour toujours. Que ma mère allait mourir quelque part dans le noir et que je ne saurais jamais où. Jusqu'à ce que mon téléphone sonne. C'était un numéro inconnu. J'ai décroché. Et j'ai entendu sa voix. « Marcel, c'est moi. Ta mère. »« Maman ?» Ma voix est sortie comme un cri étranglé. De l'autre côté de la ligne, j'ai entendu sa respiration haletante. « Marcel, mon fils. » Sa voix était presque un murmure, faible, effrayée. Mais c'était elle. C'était ma mère. Je me suis levé du bord du trottoir où j'étais assis. Catherine me regardait avec des yeux écarquillés. « C'est elle ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché oui, le téléphone collé à l'oreille. « Maman, où êtes-vous? Vous allez bien ?» J'ai entendu du bruit de fond comme du vent ou peut-être de la circulation. « Non, je ne sais pas où je suis » a-t-elle dit. Sa voix tremblait. J'ai réussi à sortir. Une dame m'a aidé. Elle m'a prêté son téléphone. J'ai senti mon cœur presque exploser. « Quelle dame? Où êtes-vous? » Elle s'appelle Josette. Elle dit qu'elle habite près de l'endroit où ils m'ont laissé. L'inspectrice Moreau était à côté de moi. Je lui ai fait signe. Elle s'est approchée en courant. « C'est ma mère » ai-je dit. Moreau a pris sa radio. « J'ai besoin de tracer cet appel maintenant. » Je suis retourné au téléphone. « Maman, restez où vous êtes. Je viens vous chercher. » « Vous pouvez me dire ce que vous voyez ?» J'ai entendu ma mère respirer avec difficulté. « Il y a un magasin, une épicerie. Ça s'appelle le Petit Casino de Raymond. » Moreau tapait déjà sur son portable. « Trouvé, » a-t-elle dit. « C'est à 20 minutes d'ici. » J'ai tenu le bras de Catherine. « On l'a trouvé. » Ma fille s'est mise à pleurer, mais c'était des larmes de soulagement, d'espoir. Moreau a appelé des renforts. En moins de 2 minutes, il y avait 3 véhicules prêts. « Allons-y, » m'a-t-elle dit. On est monté en voiture. Pendant le trajet, je n'ai pas lâché le téléphone. J'ai continué à parler avec ma mère. « Maman, j'arrive, tenez bon, ne raccrochez pas. » Elle toussait de l'autre côté. « Marcel, j'ai froid. » J'ai senti mon cœur se briser. « J'arrive, maman, j'arrive. » Catherine conduisait. Elle allait vite, trop vite, mais je ne lui ai pas dit de ralentir. Je voulais arriver aussi. Les véhicules de police étaient devant nous, sirène allumée. Le téléphone a grésillé. « Maman ?» Silence. « Maman ?» Plus de silence. Et là, j'ai entendu une autre voix, une voix de femme plus âgée. « Allô, vous êtes le fils de la dame ?»« Oui, » ai-je dit presque en criant. « Je suis Marcel. Je suis Josette. Votre mère est très faible. Je l'ai emmenée chez moi. Elle est allongée. Quelle est l'adresse ?» Josette m'a donné l'adresse. C'était à 2 rue de l'Épicerie.
On est arrivé en 15 minutes. La maison de Josette était petite, peinte en jaune, avec un jardin plein de fleurs. Je suis descendu de la voiture avant que Catherine n'ait fini de freiner. J'ai couru jusqu'à la porte. J'ai frappé. Josette a ouvert. C'était une femme d'une 60aine d'années, les cheveux gris attachés en chignon. « Entrez, entrez », m'a-t-elle dit. Je suis entré, et elle était là, ma mère, allongée sur un vieux canapé, couverte d'un plaid en crochet. Elle avait les yeux fermés, son visage était pâle. Plus pâle que je ne l'avais jamais vue. Je me suis agenouillé à côté d'elle. « Maman », ai-je murmuré. Elle a ouvert les yeux lentement. Quand elle m'a vu, une larme a coulé sur son visage. « Marcel, tu es venu. » J'ai tenu sa main. Elle était glacée. « Bien sûr que je suis venu, maman, j'allais toujours venir. » L'inspectrice Moreau est entrée avec un secouriste. « On doit l'examiner, » a-t-il dit. Le secouriste s'est agenouillé à côté de moi. Il a vérifié ses constantes. Elle est déshydratée et en légère hypothermie. Elle doit aller à l'hôpital. J'ai hoché oui, mais avant qu'il ne l'emmène, ma mère m'a attrapé le bras. « Marcel, la maison ?» J'ai froncé les sourcils. « Quelle maison, maman ?»« Où ils m'ont laissé. Il y a une cave cachée. C'est là qu'ils m'ont enfermé. » Moreau s'est approché. « Madame, vous pouvez nous dire où se trouve cette maison ?» Ma mère a fermé les yeux en essayant de se souvenir. « Je ne connais pas l'adresse. Mais c'est près d'ici. Josette m'a trouvé à 2 rues. J'ai couru. J'ai couru autant que j'ai pu jusqu'à trouver sa maison. Josette est intervenue. Il y a une maison abandonnée pas loin d'ici. Une grande maison avec les fenêtres condamnées. Ça fait des années qu'elle est vide. » Moreau a appelé ses agents. « Trouvez cette maison, maintenant. » Ils sont partis. Le secouriste a mis ma mère sur un brancard. Ils l'ont montée dans l'ambulance. Catherine est montée avec elle. « Je reste avec mamie, m'a-t-elle dit. Vous allez avec la police ?» J'ai hésité, mais ma mère m'a regardé depuis le brancard. « Vas-y, mon fils. Trouve ton fils et fais-le payer. » Ces mots m'ont donné des forces. J'ai hoché oui. L'ambulance est partie. Et moi, je suis monté dans la voiture de Moreau. « On va les retrouver, m'a-t-elle dit. Je vous le promets. » Et j'ai voulu y croire. J'ai voulu croire que ça allait bien se terminer. Mais quelque chose dans ma poitrine me disait que le pire restait à venir. On a trouvé la maison en 10 minutes. Josette avait raison. C'était une grande maison, vieille, avec les fenêtres condamnées et le jardin plein de hautes herbes. On aurait dit qu'elle sortait d'un film d'horreur. Les véhicules de police ont encerclé l'endroit. Moreau est descendu de la voiture avec son arme à la main. « Restez ici, m'a-t-elle dit. Mais je suis descendu aussi. C'est ma famille, ai-je dit. J'y vais avec vous. Elle a hésité, mais elle a hoché oui. On a marché jusqu'à la porte d'entrée. Un des agents l'a enfoncée d'un coup de pied. Elle s'est ouverte avec un grincement. On est entré. La maison sentait la moisissure et l'abandon. Il y avait des meubles couverts de poussière, des toiles d'araignée dans les coins. « Police !» a crié Moreau. « Sortez les mains en l'air !» Silence. On a avancé lentement, fouillant chaque pièce. Rien. La maison semblait vide. Et là, un des agents a crié du fond. « Inspectrice, il y a une porte ici. » On a couru jusqu'où était l'agent. Il y avait une porte en bois dans le sol, une trappe cachée sous un vieux tapis déchiré. Moreau l'a ouverte avec précaution. Il y avait un escalier qui descendait dans l'obscurité totale. « Allumez vos lampes », a-t-elle dit à l'un des agents. La lumière a éclairé l'escalier. Il était en bois pourri. Il grinçait à chaque pas. On est descendu lentement. L'air était lourd, glacé, difficile à respirer. Ça sentait la moisissure, le salpêtre, l'urine, la peur, l'enfermement. Cette odeur qu'ont les endroits où les gens souffrent. Les murs suintaient d'eau. Il y avait des taches sombres au sol que je n'ai pas voulu identifier. On est arrivé en bas. C'était une petite cave étroite avec des murs de béton brut et une ampoule pendue au plafond qui clignotait. Et là, dans un coin, jeté sur une chaise en plastique cassé, il y avait Bruno. Attaché avec des cordes, le visage sale, les yeux bandés, tremblants. Je l'ai reconnu tout de suite. Il avait les yeux bandés et les mains attachées. Quoi? Moreau s'est approché et lui a enlevé le bandeau. Bruno a cligné des yeux, désorienté. Quand il a vu les armes, il s'est mis à trembler.
Tirez pas, a-t-il dit. Je faisais juste ce qu'on me payait pour faire. Moreau l'a détaché. Où sont les autres? Bruno a montré une porte au fond de la cave. Là. Ils se sont cachés quand ils ont entendu les sirènes. Moreau et les agents ont marché jusqu'à la porte. Ils l'ont ouverte d'un coup. Et ils étaient là. Thierry, Sandrine et Olivier. Les trois recroquevillés dans une pièce encore plus petite. Thierry avait un téléphone à la main. Il essayait de passer un appel. Quand il nous a vus, il a laissé tomber le téléphone. Sandrine était assise par terre, en pleurs. Et Olivier? Olivier avait le visage entre les mains. « Les mains en l'air !» a crié Moreau. « Tous !» Les trois ont obéi. Les agents les ont menottés. Et moi, je suis resté là, debout, à regarder mon fils menotté, comme un criminel, parce que c'est ce qu'il était, un criminel. On est tous remontés dans la maison. Dehors, il y avait déjà plus de véhicules de police. Les voisins s'étaient rassemblés, regardant depuis les fenêtres et les cours. Ils ont mis Thierry, Sandrine, Olivier et Bruno dans des véhicules séparés. Je suis resté dans la rue, regardant emmener mes fils. Olivier pleurait. Il m'a regardé par la vitre de la voiture de police. « Pardon, papa !» a-t-il crié. Mais je n'ai pas répondu. Je n'y arrivais pas. Thierry, lui, ne montrait aucune émotion. Il regardait juste droit devant lui, la mâchoire serrée. Moreau s'est approché de moi. « Je suis désolé, Marcel, m'a-t-elle dit. Je sais que ce n'est pas facile. » J'ai hoché la tête. « Je peux aller voir ma mère ?»« Bien sûr. » Je m'occupe du reste. Je suis monté en voiture, mais avant de démarrer, j'ai regardé la maison une dernière fois, et j'ai pensé à tout ce que ma mère avait vécu là-dedans, à la peur, à la solitude, et j'ai juré qu'ils allaient la payer. Sur le chemin de l'hôpital, mon téléphone a sonné. C'était Philippe. Papa, Catherine m'a raconté. C'est vrai? Ils ont retrouvé mamie? Oui, fils, on l'a retrouvée. J'ai entendu Philippe souffler de soulagement. Dieu merci. Je suis à l'aéroport. J'arrive dans 8 heures. On t'attend ici. J'ai raccroché. Et pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la paix. Mais c'était une paix amère. Parce que oui, j'avais retrouvé ma mère, mais j'avais perdu mes fils, l'un pour criminel, l'autre pour complice. Et même avec Catherine et Philippe à mes côtés, la famille que Colette avait construite avec tant d'amour s'était brisée, et je ne savais pas si un jour je pourrais recoller les morceaux. Je suis arrivé à l'hôpital, j'ai garé la voiture, et avant de descendre, je me suis permis de pleurer. Pour tout, pour ma mère, pour mes fils, pour Colette, et pour moi, qui avait cru que je pouvais sauver tout le monde, jusqu'à ce que j'entende sa voix. Je suis entré à l'hôpital en courant, j'ai demandé à l'accueil. « Madame Renard !» ai-je dit presque à bout de souffle. La réceptionniste a tapé sur l'ordinateur. « Chambre 412, 2e étage. » J'ai monté par l'escalier. Je n'ai pas voulu attendre l'ascenseur. Je suis arrivé à la chambre. La porte était entr'ouverte. J'ai poussé doucement. Et elle était là, ma mère, allongée dans le lit d'hôpital, avec une perfusion au bras et une couverture jusqu'au cou. Catherine était assise à côté d'elle, lui tenant la main. Quand elle m'a vu, Catherine a souri. « Elle est stable », m'a-t-elle dit. « Le médecin dit qu'elle va s'en sortir. » Je me suis approché du lit. Ma mère avait les yeux fermés, mais elle respirait. Elle respirait tranquillement. Je me suis assis de l'autre côté et j'ai tenu son autre main, et on est restés là, tous les trois, en silence. Ma mère a ouvert les yeux une demi-heure plus tard. Elle m'a regardé, puis elle a regardé Catherine, et elle a souri. Un sourire faible mais réel. « Mes enfants », a-t-elle dit, la voix rauque. « Vous étiez là, je savais que vous viendriez. » J'ai senti un nœud dans la gorge. « Maman, pardon. Pardon de ne pas avoir mieux pris soin de vous. » Elle a secoué la tête. « Tu as pris soin de moi, Marcel. Tu as toujours pris soin de moi. » Catherine lui a caressé les cheveux. « Mamie, qu'est-ce qu'ils vous ont fait ?» Ma mère a fermé les yeux. J'ai vu son visage s'assombrir. Ils m'ont enfermé dans une cave sans lumière, sans eau chaude. Thierry venait tous les jours. Il apportait à manger, mais seulement si je signais des papiers. J'ai serré sa main. « Vous avez signé quelque chose ?» Elle a fait non de la tête. Je faisais semblant d'être confuse,
que je ne comprenais pas, et il s'énervait, mais je n'ai rien signé. Elle a respiré profondément, comme si rien que de se souvenir lui faisait déjà mal. Il y a eu des moments, Marcel, où j'ai cru que j'allais devenir folle. Là-dessous, dans cette cave glacée, sans savoir si c'était le jour ou la nuit, j'ai commencé à parler toute seule. Je parlais avec ton père. Je disais, « Mon amour, tu me vois de là où tu es? Notre petit-fils m'a enfermé comme une bête, mais je ne vais pas craquer. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. » Et après, je te parlais, Marcel. Je disais, « Mon fils, je sais que tu me cherches. Je sais que tu ne m'as pas oublié. Tiens bon, maman, tiens bon encore un peu. » Je m'accrochais à ses pensées comme si c'était une corde, parce que si j'arrêtais de croire, si j'arrêtais de résister, alors il gagnait. Et je n'allais pas le laisser gagner. 92 ans de vie, Marcel. 92 ans à me battre, et je n'allais pas abandonner là. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Maman. Elle a essuyé mes larmes avec sa main ridée, avec cette tendresse que seules les mères ont. Et j'avais raison, mon fils, tu m'as trouvé, et maintenant tout va bien. Mais je savais que tout n'allait pas bien, parce que j'avais perdu 2 fils dans le processus, et ça n'irait jamais bien. Le médecin est entré peu après. C'était un homme jeune, avec des lunettes rondes et une blouse blanche impeccable. « Monsieur Lefebvre », m'a-t-il dit en me regardant avec ce sérieux qu'ont les médecins quand ils savent que vous êtes au bord de l'effondrement. « Votre mère est hors de danger, mais elle doit rester hospitalisée 2 ou 3 jours pour observation. Ce qu'elle a vécu n'a pas affecté que son corps, mais aussi son esprit. Elle va avoir besoin de temps. » J'ai hoché oui, sans pouvoir parler. « Merci, docteur. » Il m'a mis la main sur l'épaule. « Vous aussi, vous devriez vous reposer. Vous avez l'air de quelqu'un qui n'a pas dormi depuis des jours. » Et il est sorti. Catherine est revenue avec du café. On s'est assis près du lit et on a attendu. Le lendemain, l'inspectrice Moreau est venue à l'hôpital. Elle apportait des papiers. « Madame Renard, » a-t-elle dit en s'approchant du lit, « j'ai besoin que vous me racontiez tout ce qui s'est passé depuis le début. » Et ma mère a raconté. Elle a raconté comment Thierry l'avait sorti de la maison en pleine nuit, comment il l'avait emmené dans cette maison, comment il l'avait enfermé dans la cave, comment Sandrine la menaçait, comment Bruno la surveillait, et comment Olivier, mon Olivier, était là le premier jour pour aider. Moreau prenait des notes. Quand ma mère a terminé, Moreau a refermé son carnet. C'est suffisant pour les accuser de séquestration, extorsion et menaces. 3 jours plus tard, il y a eu une audience. Je ne voulais pas y aller, mais Moreau m'a dit que c'était important. « Votre présence peut aider », m'a-t-elle dit. Alors j'y suis allé. Catherine m'accompagnait. Philippe était arrivé du Québec. On est entrés tous les 3 dans la salle du tribunal. C'était un endroit froid, avec des murs blancs et des bancs en bois. On s'est assis au premier rang. Et là, on les a amenés. Thierry est entré en premier, menotté, avec un costume froissé et la barbe pas faite, puis Sandrine, puis Olivier, et enfin Bruno. Les 4 se sont assis au banc des accusés. Thierry m'a regardé. J'ai soutenu son regard. Ce n'était pas moi qui allais baisser les yeux en premier. Le juge est entré. « Tout le monde debout », a dit l'huissier. On s'est levé, et l'audience a commencé. J'ai entendu les accusations. Séquestration, extorsion, menaces, tentative de fraude. Chaque mot était un coup de poing. Mais je n'ai pas quitté Thierry des yeux. Je voulais qu'il sache que j'étais là, que j'allais le voir tomber. Le procureur a demandé si quelqu'un voulait faire une déclaration. Je me suis levé. « Moi », ai-je dit. Le juge a hoché la tête. Je suis monté à la barre. J'ai juré de dire la vérité. Et j'ai parlé. J'ai parlé de ma mère, de sa fragilité, de comment Thierry avait tout manipulé, de comment il avait menti, de comment il avait brisé notre famille. Quand j'ai terminé, je suis retourné à ma place. Mes mains tremblaient. Catherine m'a tenu le bras. « Vous avez bien fait, papa », m'a-t-elle murmuré. Mais je ne me sentais pas bien. Je me sentais vide. Après l'audience, je suis sorti dans le couloir. J'avais besoin d'air, et là je l'ai vu. Olivier. Il était assis sur un banc, les mains menottées devant lui. Il pleurait. Je me suis approché. Je me suis assise à côté de lui. Il a levé les yeux. « Papa », a-t-il dit,
la voix brisée. « Pardon. Pardon pour tout. » Je l'ai regardé. Mon fils, celui qui avait toujours été faible, celui qui avait toujours suivi les autres. « Pourquoi, Olivier ?» ai-je demandé. « Pourquoi tu as fait ça ?» Il a secoué la tête. « Je ne sais pas, papa. Thierry m'a convaincu. Il m'a dit que c'était pour le bien de tout le monde, que mamie irait mieux, que vous n'arriviez pas à vous en occuper. Et moi, je l'ai cru. Parce que j'ai toujours été faible, papa. J'ai toujours suivi les autres. » J'ai senti de la colère, mais aussi de la pitié. « Olivier, ce que tu as fait a des conséquences. » Il a hoché oui. « Je sais, et je vais payer pour ça. Mais j'ai besoin que vous sachiez que je n'ai jamais voulu faire de mal à mamie. Jamais. Je me suis levé. Ça, tu vas devoir le lui dire à elle, pas à moi. » Je suis retourné dans la salle. Ils allaient amener Thierry pour un interrogatoire. Ils l'ont amené. Ils l'ont assis sur une chaise face au juge. Le procureur a commencé à poser des questions. Mais Thierry ne répondait pas. Il regardait juste devant lui, la mâchoire serrée. « Monsieur Lefebvre, » a dit le procureur, « avez-vous quelque chose à dire ?» Thierry n'a pas répondu. Le juge a tapé de son marteau. « Monsieur Lefebvre, je vous ordonne de répondre. » Et là Thierry a parlé. « Je n'ai rien à dire, » a-t-il dit d'une voix glacée. « Juste que c'est un malentendu. » Le procureur a froncé les sourcils. « Un malentendu ?» Thierry a hoché oui. « Je m'occupais juste de ma grand-mère. Mon père est vieux. Il n'y arrive plus. » J'ai senti le sang bouillir. Je me suis levé. « Menteur !» ai-je crié. Le juge a tapé de son marteau. « Du calme. » Mais je ne me suis pas calmé. « Tu l'as séquestré. Tu l'as enfermé. Et maintenant tu dis que tu t'en occupais ?» Thierry m'a regardé. Et pour la première fois, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Du mépris. Je me suis approché du banc des accusés. Un agent a essayé de m'arrêter, mais Catherine l'a retenu. « Laissez », a-t-elle dit. Je me suis retrouvé face à Thierry. On était face à face, séparés seulement par une barrière. « Pourquoi ?» ai-je demandé. Ma voix tremblait. « Pourquoi tu as fait ça ?» Thierry m'a regardé sans ciller, et là il a dit les mots qui m'ont anéanti. « Parce qu'elle avait ce dont j'avais besoin, et que tu n'aurais jamais compris. » J'ai senti le monde s'arrêter. « L'argent ?» ai-je demandé. « Tout ça, c'était pour l'argent ?» Thierry a haussé les épaules. « Pas que l'argent, aussi les propriétés, les actions, des choses qu'elle gardait sans jamais utiliser. J'avais des dettes, j'avais besoin de ça. » J'ai secoué la tête. « C'est ta grand-mère. Et toi, tu es mon père, » a répondu Thierry. « Et alors? Le sang ne veut rien dire quand on a une vie foutue. » J'ai fait un pas en arrière. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Cet homme debout devant moi me notait, le visage dur et la voix glacée. Ce n'était plus mon fils, c'était un étranger avec mon sang. Mais rien de plus. Catherine s'est approchée. « Papa, partons », m'a-t-elle dit, mais je n'arrivais pas à bouger. J'ai continué à regarder Thierry. « Tu sais ce qui est le pire ?» ai-je dit. « Ta mère t'a défendu jusqu'au dernier jour de sa vie. Et toi, tu n'es même pas venu à son enterrement à temps. » Thierry n'a pas répondu. Il a juste détourné le regard. Et à ce moment-là, j'ai su que je l'avais perdu pour toujours, que le fils que j'avais élevé, celui que je portais dans mes bras, avait disparu depuis des années. Et cet homme, ce criminel, c'était tout ce qui restait. Le juge a prononcé la mise en détention provisoire pour les 4. Thierry et Bruno sans possibilité de caution. Sandrine et Olivier avec une caution élevée. On est sorti du tribunal. Dehors, le soleil brillait. La vie continuait comme si rien ne s'était passé. Mais pour moi, tout avait changé. Philippe m'a serré dans ses bras. « Papa, je suis désolé », m'a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Je n'avais pas de mots. On est monté en voiture. On est retourné à l'hôpital. Ma mère était réveillée quand on est arrivé. Elle a souri en nous voyant. « Comment ça s'est passé ?» a-t-elle demandé. Je me suis assis à côté d'elle. « Thierry va payer pour ce qu'il a fait. » Elle a hoché la tête. « Bien. » Et là, elle m'a pris la main et a murmuré « Je savais que tu viendrais, Marcel. Je l'ai toujours su. » Et à ce moment-là,
Avec sa main dans la mienne, j'ai senti que toute la douleur, toute la colère, toute la peur en avaient valu la peine. Parce que je l'avais avec moi, vivante, en sécurité, et c'était la seule chose qui importait. Une semaine plus tard, le médecin a dit que ma mère pouvait rentrer à la maison. Mais avant de signer la sortie, l'inspectrice Moreau est venue à l'hôpital. Elle apportait une boîte de pièces à conviction. « Madame Renard, a-t-elle dit en s'asseyant près du lit, on a trouvé ceci dans la maison où on vous retenait. On pense que c'est à vous. » Elle a ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait les vêtements de ma mère, son chapelet, ses lunettes, et quelque chose d'autre, une petite boîte en bois, ancienne, avec des gravures faites à la main. Ma mère l'a vue, et ses yeux ont brillé. « Ma boîte, a-t-elle murmuré. Je croyais l'avoir perdue. Moreau la lui a tendue. Ma mère l'a prise avec les mains tremblantes. Elle l'a ouverte lentement. Et à l'intérieur, enveloppée dans un vieux mouchoir, il y avait une lettre jaunie avec une écriture ancienne. « C'est quoi ça, maman ?» ai-je demandé. Elle m'a regardé. « Notre salut. » Ma mère a sorti la lettre avec précaution. Le papier craquait entre ses doigts. « Cette lettre a été écrite par ma mère, » a-t-elle dit. « Ta grand-mère, il y a plus de 50 ans. » Quand elle a reçu l'héritage de l'oncle Édouard, je me suis approché. Qu'est-ce qu'elle dit? Ma mère a déplié la lettre et a commencé à lire à voix haute. Sa voix tremblait, mais elle était ferme. Moi, Henriette Renard, déclare que l'héritage reçu de mon frère Édouard ne sera valable pour ma fille Madeleine Renard que si elle est en pleine liberté et en possession de toutes ses facultés mentales. Tout document signé sous la contrainte sera considéré comme nul. Telle est ma dernière volonté. Silence. Moreau a haussé les sourcils. C'est un document légal? Ma mère a hoché oui. Il est enregistré chez le notaire, depuis 53 ans. J'ai senti quelque chose se briser en moi, mais ce n'était pas de la douleur, c'était du soulagement. Maman, ça veut dire que... Elle a hoché oui, que tout ce que Thierry a fait était en vain. Même si j'avais signé, ça n'aurait rien valu. L'héritage ne lui serait jamais revenu. Catherine, qui était près de la fenêtre, s'est approchée. « Mamie, Thierry savait ça ?» Ma mère a secoué la tête. « Non, je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit à personne, sauf à l'avocat de la famille, maître Armand. Mais il est mort il y a des années. » Moreau a pris des notes. « Ça change tout. Avec ce document, on peut ajouter la tentative de fraude aux accusations. » Ma mère a refermé la boîte. « Marcel, m'a-t-elle dit en me regardant fixement. Je savais que Thierry allait tenter quelque chose. C'est pour ça que j'ai gardé cette boîte comme ma vie. Parce qu'elle l'était. 2 jours plus tard, il y a eu une autre audience. Cette fois, le procureur a présenté la lettre comme preuve. Le juge l'a lue en silence, puis il a regardé Thierry. « Monsieur Lefebvre, vous aviez connaissance de l'existence de ce document ?» Thierry n'a pas répondu. Son avocat, maître Vasseur, s'est levé. C'était un homme corpulent, avec une moustache et un costume cher. « Votre honneur, mon client n'avait pas connaissance de ce document. Par conséquent, il ne peut pas être accusé de fraude. » Le procureur a souri. « Pas connaissance? Alors, pourquoi a-t-il essayé de faire signer des documents de transfert de propriété à Madame Renard sans la présence d'un notaire ?» Vasseur a bégayé. « C'est... » Le juge a tapé de son marteau. « Maître Vasseur, avez-vous conseillé votre client dans cette procédure ?» Vasseur a pâli. « J'ai juste... Répondez, oui ou non. » Silence. Et là, Vasseur a baissé la tête. « Oui. » Le juge a ordonné l'arrestation immédiate de Vasseur pour complicité de tentative de fraude et assistance à la commission d'un crime. 2 agents se sont approchés de Vasseur. Il a levé les mains. « Attendez, je peux expliquer. » Mais personne n'écoutait. Ils l'ont emmené menotter. Thierry l'a vu partir. Et pour la première fois, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Parce que maintenant, il était seul, sans avocat, sans complice pour le sauver. Le procureur a continué. De plus, nous avons découvert autre chose. Il a ouvert un dossier. Madame Renard a fait don d'une partie significative de son héritage à des œuvres caritatives il y a 10 ans. Voici les documents. Hôpitaux, orphelinats, églises. Au total, 80% de l'héritage a déjà été distribué. J'ai regardé ma mère, surpris.
Elle a souri. « Je l'ai fait parce que je le voulais, a-t-elle dit, parce que l'argent ne s'emporte pas dans la tombe. » Le procureur a montré les papiers au juge, ce qui signifie que tout le plan de M. Thierry Lefebvre était pour un héritage qui n'existe pratiquement plus. Il ne reste que quelques petites propriétés et une modeste épargne. Thierry s'est levé d'un bond. « C'est pas possible !» Sa voix a résonné dans la salle. « Elle a des millions, je le sais !» Le juge a tapé de son marteau. « Du calme, monsieur Lefebvre. Asseyez-vous. » Mais Thierry ne s'asseyait pas. « Ma grand-mère m'a menti. Elle m'a trompé. » Je me suis levé aussi. « Non, tu t'es trompé tout seul. Tu as cru qu'il y avait un trésor et tu as détruit ta famille pour rien. » Thierry m'a regardé avec une haine pure. « Tu l'as convaincu. Tu lui as dit de tout donner pour que je n'ai rien. » J'ai secoué la tête. Je ne savais rien de tout ça. Mais je suis content, parce que tu ne mérites rien. Après l'audience, ma mère m'a demandé de lui parler seul à seul. On s'est assis sur un banc à l'extérieur du tribunal. Elle m'a pris la main. « Marcel, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose, » m'a-t-elle dit. Quand j'étais enfermé dans cette cave, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai serré sa main. « Maman, ne dites pas ça. » Elle a continué. « J'ai passé 3 jours là-bas, 3 jours dans le noir. Thierry descendait 1 fois par jour. Il m'apportait une assiette de nourriture froide et un verre d'eau. Il disait « Mamie, tu n'as qu'à signer. Tu signes et tout ça s'arrête. » Mais je ne signais pas. Pas parce que je connaissais le document de ma mère, mais parce que je savais que si je signais, il n'aurait plus besoin de moi. Et alors, qu'est-ce qu'il aurait fait de moi? Sa voix a flanché. J'ai vu des larmes dans ses yeux. J'avais tellement peur, Marcel, tellement peur. Je l'ai serré dans mes bras. J'ai senti son petit corps fragile trembler contre le mien. « Mais vous savez ce qui m'a maintenu en vie ?» m'a-t-elle dit. Je me suis écarté pour la regarder. « Quoi, maman ?» Elle m'a regardé fixement. « Penser à toi, penser que tu me cherchais, que tu ne m'avais pas oublié. » J'ai senti mon cœur se briser. « Je ne vous oublierai jamais, maman, jamais. » Elle a serré ma main. « Je sais, mon fils, je sais. » Et on est resté là, assis sous les étoiles, en silence. Un silence qui n'était plus pesant. C'était la paix. Avec le temps, j'ai commencé à rendre visite à Olivier en prison. Ce n'était pas facile. Les premières visites étaient gênantes. Il pleurait. Je ne savais pas quoi dire. Mais peu à peu, on a commencé à reconstruire quelque chose. Ce n'était pas comme avant. Ça ne le serait jamais. Mais c'était quelque chose. Olivier me racontait comment Thierry l'avait manipulé. Comment il lui avait peint un tableau d'un avenir meilleur s'ils aidaient mamie. « Il m'a convaincu qu'on l'a sauvée de vous, » m'a dit Olivier un après-midi. « Il a dit que vous la négligiez, et je l'ai cru. Parce que j'ai toujours été faible, papa. J'ai toujours suivi les autres. » J'ai soupiré. « Olivier, tout le monde fait des erreurs. Mais ce qui compte, c'est comment on les répare. » Il a hoché la tête. « Je vais réparer, papa. Je ne sais pas comment, mais je vais le faire. » Thierry, en revanche, n'a jamais demandé pardon, n'a jamais montré de remords. Je lui ai rendu visite 1 fois, une seule. C'était 6 mois après sa condamnation. Je suis entré dans le parloir. Il était assis de l'autre côté d'une vitre. J'ai pris le téléphone. Il a pris le sien. On s'est regardé. « Qu'est-ce que tu veux ?» m'a-t-il demandé. Sa voix était glacée. J'ai respiré profondément. Je voulais voir s'il restait quelque chose du fils que j'ai élevé. Il a souri, un sourire amer. « Ce fils est mort il y a longtemps, papa. » Quand tu as compris que je n'étais pas parfait, j'ai secoué la tête. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de décence. Thierry m'a regardé fixement. Et maintenant? Je l'ai fixé. Maintenant, je ne sais plus qui tu es. Il a raccroché le téléphone. Il s'est levé et il est parti. Je suis resté là à le regarder disparaître par la porte, et j'ai su que je l'avais perdu pour toujours. La vie a continué. Les jours sont devenus des semaines. Les semaines sont devenues des mois. Ma mère a retrouvé ses forces. Elle s'est remise à cuisiner, à s'occuper du jardin, à rire. Un après-midi, pendant qu'on préparait le dîner ensemble, elle m'a dit « Tu sais ce que j'ai appris de tout ça ?» J'ai arrêté d'éplucher les oignons. « Quoi, maman ?» Elle m'a regardé.
Que la famille, ce n'est pas le sang. La famille, c'est celui qui reste quand tout s'effondre. Philippe a pris l'avion du Québec sans réfléchir à 2 fois. Catherine a quitté sa vie pour être ici. Toi, tu t'es battu contre ton propre fils pour me sauver. Ça, c'est la famille. J'ai hoché oui. Colette disait toujours ça. Ma mère a souri. Colette était sage, plus sage que nous tous. Et on a continué à cuisiner en silence. Mais c'était un silence confortable, un silence de foyer. 1 an plus tard, le juge a prononcé les condamnations. Thierry, 8 ans de prison. Sandrine, 5 ans. Bruno, 6 ans. Olivier, 3 ans avec possibilité de réduction pour collaboration. Quand j'ai lu la condamnation dans le journal, je n'ai pas ressenti de joie, juste du vide. Catherine m'a serré dans ses bras. « Papa, c'est la justice. » J'ai hoché oui. Mais la justice ne me rend pas ma famille. La justice n'efface pas la douleur. Ma mère, qui était assise sur sa chaise près de la fenêtre, a dit « Marcel, la justice ne semble jamais juste quand c'est contre son propre sang, mais c'était nécessaire. » Parce qu'il y a des choses pires que perdre un fils. Et l'une d'elles, c'est perdre sa dignité. Cette nuit-là, avant de dormir, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé, à comment ma vie avait changé en quelques semaines, à comment j'avais perdu 2 fils, mais j'avais sauvé ma mère, et c'était la seule chose qui importait. Aujourd'hui, à 74 ans, je regarde en arrière et je comprends. Je comprends que la douleur enseigne plus que le bonheur. Que perdre un fils à cause de ses propres actes fait mal, mais pas autant que d'avoir perdu ma dignité. Ma mère est toujours là avec moi, plus forte que jamais. Catherine habite dans la chambre d'à côté. Philippe vient tous les mois. Olivier vient tous les dimanches déjeuner. Il porte encore sa culpabilité, mais il essaie d'être meilleur. Et Thierry a choisi son chemin. Moi, j'ai choisi le mien. Et j'ai appris que le vrai amour ne trahit pas. Il reste même quand ça fait mal. Même quand tout s'effondre, il reste. Et ça, à la fin, c'est la seule chose qui compte. Et aujourd'hui, je comprends que la famille ne se choisit pas par le sang. Elle se choisit par celui qui reste quand tout s'effondre. Ma mère m'a appris ça, et je ne l'oublierai jamais. Et vous, avez-vous déjà eu quelqu'un de votre propre famille qui vous a trahi? Comment avez-vous surmonté ça? Racontez-nous dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Chaque jour, je vous raconte des histoires vraies qui pourraient être la vôtre. Votre commentaire me donne la force de continuer. Merci d'être là. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin.